Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode interview où je suis très heureuse de te présenter Luc Archer. C'est un épisode pour lequel j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer en échangeant avec Luc. Luc, il est spécialiste de la communication et il a créé une pédagogie de communication basée sur l'aïkido verbal. L'aïkido verbal, c'est simplement une technique de communication, de gestion de conflit, j'ai envie de dire, quelque part, qui est basée sur l'art martial en lui-même, l'aïkido. Il en parle beaucoup mieux que moi, donc il va te présenter ça dans l'interview que je te propose. Mais voilà, je voulais te faire une petite introduction pour t'expliquer effectivement qui est Luc. Je l'ai rencontré donc simplement parce que j'ai tout simplement lu son livre, l'aïkido verbal. Tu auras le lien, comme d'habitude, en description de cet épisode. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Tu vas t'en rendre compte dans l'échange. J'ai beaucoup de connivence. Tous les propos de Luc résonnent énormément en moi. Parce que finalement, j'ai le sentiment l'aïkido verbal vient agréger toutes les connaissances, toutes les conclusions que j'ai tirées de mon histoire, de mon vécu, de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. Quelque part, je trouve que ça vient plutôt bien compléter la communication non violente, la fameuse CNV de Marshall Rosenberg, et ça vient apporter une véritable solution à comment sortir d'un conflit. Alors, dans son livre, Luc parle essentiellement de relations d'adulte à adulte, mais tu vas le voir dans l'interview qui suit derrière, tu vas le comprendre, il intervient également auprès des enfants dans les écoles, et moi, j'ai voulu qu'on fasse un exemple avec Luc d'un cas que peut-être ton enfant rencontre à l'école, s'il est mis à l'écart, tu sais, cette fameuse phrase qu'on peut souvent entendre, dire « t'es plus mon copain, on joue plus avec toi ». Comment utiliser l'aïkido verbal pour que ton enfant, finalement, se sorte de cette situation de rejet, comment faire en sorte de retrouver une relation avec l'autre beaucoup plus douce sans se sentir pour autant attaqué. Bref, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir mon échange avec Luc et j'espère que ça t'apportera quelques pistes de réflexion et peut-être même quelques résonances en toi de certaines situations que tu as peut-être connues toi aussi par le passé, te donner quelques pistes pour savoir comment réagir peut-être à l'avenir. Bref, bonne écoute. Bonjour Luc et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Maude, merci de m'avoir invité. Alors écoute, j'ai brièvement expliqué un petit peu comment je t'ai rencontré et qui tu es, mais j'aimerais que tu puisses te présenter toi aussi avec tes propres mots. Explique un petit peu qui tu es et dis-nous un peu plus sur le fameux aïkido verbal. Ok, moi comme tu dis, moi c'est Luc Archer, je suis irlandais. Moi, je suis venu en France quand j'avais 20 ans, mais en fait en Irlande, c'est peut-être important de savoir, j'ai subi énormément d'harcèlement, aussi bien à l'école qu'à la maison. C'était vraiment quelque chose qui était dur pour moi. J'ai toujours été un petit peu, on va dire, enrobé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les enfants ou même les tyrans, ils ont souvent tendance à s'en servir de ça pour vraiment nous faire sentir un peu mauvais dans ces situations-là. Donc, alors, à l'époque, j'ai beaucoup souffert de ce fait. Mais voilà, on va dire, j'ai pu pas faire la paix avec ça, mais plus tard, je sais que j'ai vu une citation qui était soyez la personne dont vous avez besoin quand vous étiez petit. Et ça m'a vachement parlé. Peut-être pour suivre un peu l'histoire, je suis venu en France alors j'avais 20 ans. J'ai eu une excellente
on va dire, école de départ pour gérer les gens un peu difficiles, c'est-à-dire que j'étais barman, un peu classique. On est irlandais, on va nous mettre dans un pub et voilà, j'étais bien content. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Et une des choses que j'ai appris d'ailleurs, c'était bon, mon français, il n'était pas super au début, évidemment. Je comprenais, on va dire, même un mot sur deux, c'est beaucoup dire. Mais je sais que, par exemple, dans le pub où j'étais, on me disait peut-être parfois on m'insultait, mais comme je ne comprenais pas les mots qu'on nous disait, et ben je disais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, connard, machin. Donc qu'est-ce que ça veut dire et ça poussait les gens à expliquer. Et donc ça, je voyais là dans ces situations-là qu'en fait, ça créait une ouverture pour autre chose. Ça crée au moins une pause ou un espace pour autre chose. On va revenir là-dessus plus tard, mais en tout cas, petit à petit, moi, je suis devenu enseignant en langue, ensuite en communication, et finalement, j'ai eu assez de succès dans l'accompagnement que je faisais et suffisamment pour me dire, bah, je peux peut-être commencer ma propre structure pour accompagner les enseignants. Je l'ai fait pendant quelques années et j'ai eu une demande d'un client de développer une approche pour gérer les conflits. C'était une école avec laquelle je travaillais. Il disait que les étudiants étaient un peu, ils rentrent dedans, très critiques, très dans l'esprit un peu contradictoire des enseignants et ils avaient du mal. Et donc, la directrice est venue m'en parler et effectivement, je lui ai dit, bah, écoute, je vais développer un enseignement, des ateliers pour aider ces enseignants à gérer ça. Et comme je connaissais l'aïkido martial, eh bien, je me suis dit, ça serait intéressant, une idée un peu une espèce d'aïkido, mais un aïkido verbal. Et donc, du coup, c'était à partir de ce moment-là, j'ai développé ces ateliers. Les premiers ateliers avec justement l'équipe pédagogique avait tellement de succès qu'on m'avait dit, bah, Luc, est-ce que tu peux revenir maintenant former notre équipe administrative? Parce que c'est là où il y a vraiment entre eux, c'est un peu un fight, quoi. Ils étaient deux Extension. clans, etc. Beaucoup de tensions, effectivement. Et du coup, c'était au bout d'une journée. Donc, c'était normalement un atelier de 2 jours. Et là, au bout une journée, il y a la directrice qui m'a appelé pour dire ça a complètement changé l'ambiance dans la structure. Ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des attaques. Ils se sont rendus compte que comment c'est important la relation avec l'autre, etc. Et donc, du coup, ça, c'était le début. C'était le début vraiment de la pratique, de succès de cette pratique. Et évidemment, qui a beaucoup développé depuis ce moment-là. On m'a demandé, Luc, faut faire créer des livres. Donc, j'ai écrit plusieurs livres dessus. J'ai pu voyager un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui s'intéressent à comprendre cette pratique, à l'utiliser dans leur vie quotidienne. Et ensuite, bah, j'ai pu, dans ces dernières années, j'ai pu amener cette pratique, on a pu le simplifier pour le rendre plus simple pour les jeunes et on a pu les amener dans les écoles encore. Voilà, comme je dis, un peu être la personne dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça c'est un peu les débuts de cette pratique et puis on peut en parler peut-être un peu plus en profondeur ensemble. Ah, c'est chouette parce que du coup, en fait, tu boucles la boucle. C'est que finalement, c'est de ta propre histoire. Tu as Oui, essayé de trouver un moyen de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas subir ce que j'ai subi. Et c'est là où finalement, bah, je me rends compte qu'on se rejoint par ce passé commun où on n'a pas eu une enfance avec des camarades hyper sympas, on va dire, et on n'a pas eu, bah, comme toi, j'ai pas eu je n'ai pas su me défendre toute seule, je n'ai pas su répliquer, je n'ai pas su porter ma voix, et c'est exactement, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai découvert ton livre. Moi, j'ai commencé avec ton livre L'aïkido verbal, ça m'a beaucoup parlé, et effectivement, ton livre, il est vraiment à destination des relations humaines d'adulte à adulte, mais de la même façon que tu le dis à la fin, c'est que ça se transpose complètement finalement également dans tout type de relation, également bah, pour nos enfants et pour les aider à bah, ne pas se faire marcher dessus non plus, à savoir s'affirmer, à développer leur empathie de l'autre côté, parce que on critique souvent
les harceleurs en les pointant du doigt, les bouts, les méchants, mais on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et si on développe un tout petit peu l'empathie aussi des personnes, bah, elles vont pas arriver dans cette dérive-là d'attaquer l'autre ou de faire du mal à l'autre par des mots. Et du coup, ce parallèle, tu l'expliques, il te vient de ta pratique, toi, de l'aïkido. Et du coup, l'aïkido verbal, elle repose sur quoi exactement pour toi? C'est quoi les principes de l'aïkido verbal? Euh, bien, c'est souvent quand je commence plutôt avec des adultes, on va quand même bien leur dire que qu'est-ce- quelles que soient les activités qu'on fait dans la pratique, il s'agit de deux choses. On va toujours travailler sur l'auto-observation et l'intention. Quelle que soit, on va dire, l'activité dans laquelle on est, c'est sur ces deux choses qui vont nous aider dans la pratique. C'est de pouvoir s'auto-observer, qu'est-ce qui se passe en soi, et puis de se rappeler et d'explorer quelle est notre intention. Parce que notre intention, quelque part, dans notre intonation, quand on parle, eh ben, il y a notre intention qui est un peu cachée derrière. Mhm. Donc, par exemple, je peux te donner, souvent, une des premières petites techniques qu'on va partager avec même des plus jeunes, c'est un petit moment, des petits moyens de se donner un peu d'espace lorsque quelqu'un nous sort peut-être une accusation, une critique, c'est de dire c'est-à-dire. Donc là, quelqu'un va dire, mais c'est nul ce que tu as fait, et tu fais c'est-à-dire. Et déjà, ça pousse l'autre personne à un peu reformuler, mais ça nous donne un peu d'espace euh, voilà, pour ne pas engager avec une contre-attaque ou ne pas le prendre au perso, a priori. Mais regarde, si moi je dis c'est-à-dire d'une façon un peu, genre un peu provoque ou un peu agressif, eh ben, ça n'a pas le même impact. Donc, Mm. toujours on est dans l'idée de ce que l'on dit et comment on le dit. Donc, on a parlé d'intention tout à l'heure, et juste pour compléter cette idée sur quoi ça repose, en fait, c'est vraiment en travaillant avec les enfants on s'est rendu compte qu'on a dû simplifier, rendre les choses le plus simple possible. Et c'est en travaillant justement avec ces merveilleux professionnels dans l'éducation, on a pu rendre les choses le plus simple. Et c'est pour dire, l'aïkido, c'est en fait une danse. C'est une danse. On est toujours en train de bouger. Et il y a pas, voilà, les autres arts martiaux, souvent des arts martiaux de coups, comme le karaté, le taekwondo, etc. Ou parfois on a les arts martiaux de lutte, genre le sumo, le judo, etc. Tu vas dominer l'autre. Parce que la différence Mhm. avec l'aïkido, c'est que c'est une danse. On ne cherche pas à dominer l'autre. On va accueillir ce qui arrive pour faire en sorte qu'il n'y a plus d'attaque, mais Mm. sans dominer l'autre, sans chercher à avoir le dessus. Donc, ça le rend un peu différent des autres. Donc, dans ce danse, il y a trois pas, trois mouvements, trois postures, si vous voulez, qui sont le moi, le toi et le nous. Mm. Et on est toujours en train de bouger entre le moi, c'est un moi qui est particulier, c'est pas le moi, je me défends, je mets les mains devant moi et voilà, mais c'est un moi, je me ressens, je suis en lien avec ce qui se passe en moi, je C'est le suis moi, aligné. c'est le Oui, moi d'introspection, c'est ça? oui, c'est un moi. Nous, on parle de se recentrer Mm. et d'être aligné avec ce qui se passe en nous. C'est pas encore l'idée de, voilà, si je suis en colère, et ben, je refoule cette colère. Non, non, non. L'aïkido, c'est l'art de la non-résistance. Donc, on va accueillir quelle que soit la chose qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, mais chercher ensuite, donc ça, c'est le moi, on revient, on est dans l'observation, encore dans l'observation de soi, et ensuite, on va avoir le mouvement toi qui va être un mouvement de te comprendre sincèrement l'autre. Oui. Donc, le toi, euh, c'est un accueil, mais ton attention est vers l'autre. Encore, on peut avoir, souvent en situation de conflit, on a des toits qui est plutôt, comme on dit, le tu qui tue. Donc, c'est Le le fameux. toi, puis je vais contre-attaquer, ou je vais dire, mais toi aussi, ou toutes ces choses-là qui vont faire juste escalader. Et le nous, évidemment, comme j'ai dit, c'est une danse. Donc, souvent, il y a un moi, un toi, un moi, un toi. On explore le moi et le toi jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de nous
qui va paraître. Après ça, peut-être l'autre personne va accueillir ce non, peut-être non. En tous les cas, en faisant ces pas, c'est ça qui fait d'escalader l'échange. Donc, en gros, l'aïkido, si on peut le résumer, c'est vraiment c'est ces mouvements-là, où je dis c'est les postures qui va compter. Peut-être moi je dirais même plus que les mots qu'on va utiliser, mais c'est cette idée d'aller d'un conflit à une conversation. Même avec des tout petits dernièrement, il y en a, je suis arrivé dans un cours de grande section et je pense que c'était la troisième fois que j'arrive et que je viens pour les aider à pratiquer. Et il y en a un petit qui me dit, mais moi j'ai tout compris de l'aïkido verbal. Et j'ai dit, bah, on va voir, je m'assois, j'ai dit, bah, c'est quoi l'équilibre verbal pour toi? Il dit, bah, c'est quand il y a une dispute, on arrive à papoter. Et bah oui, T'as le tout garçon, résumé. il avait tout compris et bravo, bravo, c'était ça. Mais c'est là que je me rends compte que, tu vois, en échangeant en direct avec toi, je comprends mieux pourquoi finalement j'ai été tant attirée et que ça a tant résonné en moi, parce que tous les mots que tu emploies, c'est tout ce que j'essaye de mettre en valeur, en exergue, en tout cas sur ce podcast et sur mon site mercredi, contre la domination, le fait de chercher le compromis avec l'autre. Donc c'est le fameux nous, où, voilà, où on papote, on discute. Euh, voilà, je comprends vraiment pourquoi je suis tant convaincue de l'aïkido verbal, de cette façon de... Ouais, comme tu dis, en fait, c'est pas de réagir sous le coup de l'émotion des mots blessants de l'autre, mais c'est de se créer, dans le moi, de ce que je comprends, c'est de se créer cet espace, se détacher de l'émotion, de ne pas rentrer dans la réaction émotionnelle et d'interroger l'autre. Et c'est du coup, ça, effectivement, ça déstabilise l'autre, que ça n'est pas l'effet attendu de... J'appelle ça à mes enfants, je leur dis, mais donne pas ta télécommande des émotions à tes camarades, garde le contrôle. On leur donne trop de pouvoir souvent. C'est quelque part, c'est ça. C'est si parce que comme tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est que ces gens, enfin les tyrans, les gens qui sont, qui, enfin, on va dire même si c'est pas intentionnel, mais il va y avoir tout, ça va exister toujours. C'est les différents besoins ou les gens qui, je sais pas, pour une raison ou une autre, ils sont peut-être mal, enfin ils sont levés avec une difficulté le matin ou peu importe. Mais c'est que il y aurait toujours des moments d'agression, d'agressivité, et ça, on ne va pas éviter. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à le gérer lorsque ça se produit. Parce que, et exactement ça, c'est que donner quelque part le pouvoir de l'autre, d'avoir un impact sur nous, c'est le donner trop de pouvoir. On va reprendre avec, comme tu dis, on va s'affirmer dans l'assertivité, et maintenant, c'est nous qui va mener la danse. Et la danse, c'est pas pour dominer l'autre. La danse, c'est lorsqu'on veut prioriser la relation, ça va fonctionner. Si on veut gagner, si on veut avoir raison, eh ben non, c'est autre chose qui va fonctionner, c'est le karaté verbal ou autre chose. Mais l'aïkido verbal, ça fonctionne lorsque on s'est dit, bah, qu'est-ce qui est important? C'est non seulement ma relation avec l'autre, mais c'est ma relation avec moi-même. C'est ça, parce qu'effectivement, on peut ne pas, des fois, c'est ce que je dis à mes enfants, on peut ne pas aimer tout le monde, et on peut ne pas être aimé de tout le monde, mais on doit respecter tous les autres et on doit être respecté. Et ça, effectivement, ça passe forcément dans un relationnel où, quoi qu'il en soit, même si on apprécie ou pas l'autre en face de soi, c'est en tout cas de le respecter et de se respecter soi. C'est ça la base, en fait, finalement. Et je trouve hyper intéressante ton approche. Je mettrai bien évidemment tous les liens, notamment de ton livre sur l'aïkido verbal en description de l'épisode, pour les parents qui aimeraient aller vraiment plus loin et pour travailler pour leur relation. Mais j'aimerais bien, dans le cadre de cet épisode, qu'on parle justement comment nous, en tant que parents, on peut accompagner notre enfant si jamais il se fait, enfin voilà, s'il est un petit peu chahuté à l'école, un peu embêté, tu sais, les disputes du fameux t'es plus ma copine, t'es plus mon copain, voilà. Comment on peut expliquer l'aïkido verbal? Je sais bien que voilà, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, mais est-ce que tu pourrais partager quelques petits trucs pour aider les parents à accompagner leur enfant justement à comment réagir dans ce cas de figure où l'enfant, imaginons, il se fait rejeter, dire non, toi t'es plus notre copain, tu joues plus avec nous. Comment on peut aider notre enfant à faire face à cette situation pour répondre?
Bah, oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une partie clé de cette pratique, c'est de pouvoir se centrer. C'est de pouvoir euh, revenir à soi, comme tu disais un peu aussi, de trouver un espace où on est protégé pour ça. Alors ça, les façons de se centrer sont c'est vraiment à chacun de les trouver. Moi, j'ai pas la science infuse là-dessus pour dire qu'est-ce qui va fonctionner pour telle ou telle personne. Cependant, ce que l'on fait souvent, on va apporter, et même les enseignants dans les écoles, ils emmènent souvent des différentes façons de se centrer. Ça peut être souvent ce qui revient. Là, aujourd'hui, j'étais avec un groupe et ce que je leur ai fait, je leur ai proposé trois pour différentes façons de se centrer. Une, c'était juste de respirer 3 fois. Une autre, c'était d'essayer, même si on n'y arrive pas, mais juste d'avoir l'intention d'écouter notre cœur. Et un autre, c'était de visualiser un peu notre centre, notre hara. Enfin, c'est vraiment euh, ça se trouve, on va dire, c'est notre centre de gravité, si tu veux. Donc, c'est un peu derrière notre nombril. Donc, le nombril, c'est donc du coup au milieu de notre corps, et visualiser un petit billet d'énergie qui est là. Donc, ça, je leur proposais ces trois différentes façons. Après, c'était qu'est-ce qui a fonctionné le plus? On les a mis dans une situation de difficulté et en faisant ce geste ou cette intention de respirer, d'écouter le cœur ou de visualiser le centre, et ben ça, lequel a fonctionné le mieux pour eux? Et il y en a qui a dit la respiration, il y en a qui a dit visualiser le cœur, il y en a qui a dit les trois ont fonctionné. Enfin, donc, c'est à chacun de vraiment trouver ce moyen, mais c'est un point de départ. Même, j'irais avec les enfants, enfin, avec les tout petits, ce qu'on leur demande dans un premier temps, c'est de localiser. Quand on est décentré, où c'est que ça se passe? Hmm. Et c'est différent pour différentes personnes. Pour moi, personnellement, c'est que c'est souvent sur ma tête. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de, qu'on appelle ça, les bonnets de natation qui font clac sur la Oui. tête. Il y a une petite tension qui est là. Quand je reconnais cela, je sais que je suis décentré. Il y a une tension quelque part en soi pour savoir lorsqu'on est décentré. Et bien ça, c'est notre corps qui nous parle. Et on apprend à petit à l'écouter et à dire, OK, il y a une tension, comment je fais pour me recentrer? Donc ça, même si ça, on n'est pas encore en rentré dans l'échange, qu'est-ce que l'on dit quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est essentiel parce que si moi je vous donne, comme je dis, des techniques, des mouvements verbaux qu'on va utiliser, et s'il n'y a pas le centrage, ou au moins l'intention d'être centré, eh bien, ça va faire une escalade plus qu'autre Hmm. chose. Donc, ça, c'est la première chose. Comme je dis, c'est vraiment un travail sur la posture, notre posture interne. Donc, Mais le ça, centrage, si je me, oui, si je me, per- oui, si je me permets de te couper, du coup, le centrage, en plus, c'est quelque chose qu'on peut, j'ai envie de dire, facilement. En tout cas, on peut arriver à l'apprendre à notre enfant parce qu'il n'y a pas besoin que ça se passe dans la cour de récréation. Même à la maison, quand on dispute notre enfant ou peu importe qu'il y ait une tension au sein de la famille, c'est ça aussi l'accompagnement émotionnel, c'est d'avoir ce réflexe, peut-être de l'accompagner à se reconnecter à son corps, dire bah tu sens la tension où, et c'est un bon moyen pour peut-être apprendre à notre enfant justement cette reconnexion à son corps. tout à fait. Alors, c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant, qui évidemment, je pense vraiment pour viser le public des parents, c'est quoi? C'est que si vous attendiez à que votre enfant soit centré, ou arrive à se centrer, il faut le savoir soi-même. Ah, on est Parce que bien donc, d'accord. donc après, prêtez-vous à ce que votre enfant vous dit, mais à un moment, papa, ben, vous êtes centré là. Exactement. Et d'utiliser cela pour dire, en effet, attends, ça te dit qu'on se centre tous les deux ou des choses comme ça, mais de ne pas être, voilà, enfin, être centré, comme vraiment, aussi, on travaille parfois avec des structures, genre avec des scientifiques, etc. Et parfois, ils ont dit, mais c'est quoi être centré? C'est quoi être centré? Et comme j'ai dit, c'est intéressant, on sait qu'est-ce que c'est quand on n'en est pas, quand on n'est pas centré. Et on sait quand on l'est aussi, quand on est en conversation, une vraie conversation, avec une connexion avec l'autre, là, on est centré, on est présent, on est aligné avec soi. Et physiquement, notre corps, il sait qu'on n'est pas centré. Donc ça, c'est important à pouvoir
voilà, être dans cette pratique qu'on peut Mmh. partager. Et je sais qu'il y avait un collègue à un moment donné qui, ça commençait à monter un peu avec lui. Et comme je savais qu'il savait ce que c'était d'être centré, je lui ai dit, ça te dit qu'on se centre? Il dit, mais moi je suis parfaitement centré. Et j'ai rigolé, j'ai dit, ok, là, moi j'ai encore besoin de, de le faire, donc laisse-moi 2 secondes, j'arrive. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment enfin, c'est la base de notre pratique, c'est de pouvoir de savoir se centrer et de pouvoir, même si on le quitte, et pas le voir comme quelque chose de binaire, genre je suis décentré, je suis centré. Non, non, il y a une échelle où c'est je suis 20% centré maintenant, donne-moi un peu de temps pour monter, mais c'est notre intention de retrouver ce centrage qui va jouer plus que toute autre chose. Bah, tu sais, c'est exactement ce que je fais en fait avec mes enfants. Souvent, on visualise. Alors, je vais te montrer toi à l'écran, mais ceux qui nous écoutent peuvent l'imaginer. Et puis, c'est dans mon guide gratuit, la boussole des émotions, j'en parle. En fait, je mets mes 2 mains, enfin voilà, on met nos 2 mains comme une échelle. On montre, voilà, bah, moi je suis à tel niveau, je suis là, voilà. Et pour rendre visible l'invisible, en fait. Oui, oui. Et puis de sortir un peu de cette. Parfois, quand je dis c'est binaire, souvent les gens disent, enfin, c'est là, je suis centré ou je suis pas centré. Alors que c'est, comme tu dis, c'est pas binaire, c'est, ça peut être 0, ça peut être 10, mais il y a tellement de choses Il y a entre des les deux graduations. ou entre le 100. Voilà, donc graduation de ça. Mais c'est l'intention d'augmenter ça qui va jouer sur tout ce que l'on fait. Mm. Ça, c'est la première chose, je dirais. Si tu veux que on explore la situation que tu as évoquée, Maud, donc Mhm. tu es pas mon copain ou des choses comme ça, je peux te dire effectivement, quel que soit, en fait, c'est intéressant, quel que soit l'âge, ça, c'est quelque chose que les enfants perçoivent qu'on attaque effectivement au début pour dire les dojos que l'on fait, donc les dojos verbaux plutôt, ils sont, on commence avec ça, on va accueillir quelles sont les attaques que vous avez reçues, qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous avez entendu ou qu'est-ce que quelqu'un vous a dit qui vous a blessé, sachant que une attaque, c'est une attaque pour nous. Donc, si moi je dis une chose à toi et ça te passe au-dessus de la tête, et si je dis la même chose avec la même intonation à quelqu'un d'autre et ça les blesse, c'est une attaque pour elle. Donc, Mm. c'est ça. Et donc, peu importe ce que c'est comme attaque, si ça nous crée de la tension, eh ben, on le travaille et puis on explore comment on peut Faire le détachement. justement, voilà, comment on peut arriver à faire descendre, minimum se protéger, protéger l'autre aussi. Mhm. Ça aussi, c'est un truc que les enfants sont très sensibles à ça. C'est l'idée de ne pas juste protéger soi-même, protéger l'autre et Mm. éviter l'escalade. C'est le minimum. Après ça, si on arrive à être dans une vraie conversation, c'est gagné pour tout le monde. Mm. Donc, l'idéal, c'est si tu veux prendre cette situation-là, pour mieux le comprendre, c'est de l'explorer. C'est-à-dire que c'est que toi, si tu m'attaques, tu vas être la fille qui dit la méchanceté. Mhm. Moi, je vais essayer de me positionner comme elle, essayer d'utiliser un vocabulaire qui serait à peu près approprié, mais de garder la posture et de danser un peu avec toi jusqu'à ce que ça descende. Ça marche, ok. Donc pour donner un petit peu le contexte du cas qu'on a imaginé, c'est ni plus ni moins le cas que un de mes enfants m'a rapporté de l'école, où c'est lors d'un jeu où effectivement ça se passe pas bien, et un des enfants dit mais non mais de toute façon t'es plus notre copain, Luc t'es plus mon copain, on joue plus avec toi, avec les copains on va jouer mais sans toi, toi tu viens plus avec nous, t'es plus notre ami. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Effectivement, tu me déstabilises parce que ma phrase me semblait tenir pour elle-même. Oui, Mais, vas-y, reste dedans, reste dedans. ok. Bah Qu'est-ce qui te écoute, fait dire ça? t'as pas voulu comprendre que je jouais pas, enfin que j'étais pas d'accord sur l'arrêt du jeu. Donc maintenant, bah, j'ai juste plus envie de jouer avec toi. Donc toi, tu restes tout seul. Et puis nous, on va jouer avec les copines et on te laisse toute seule. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais me dire ou ça va comme ça? Non, c'est tout. On n'est plus copains et on veut plus jouer avec toi. Écoute, ça te dit que je partage ce que je pense par rapport à ça ou tu préfères qu'on fait ça une autre fois?
Des formations professionnelles, là. Si je reste dans le personnage, je veux dire, ben non, non, juste on joue plus avec toi. C'est fini. T'es plus mon copain. C'est fini. C'est quoi d'être ton copain, en fait? Ben, c'est de jouer avec toi. Je veux plus passer mes récréations avec toi. Et s'il y a quelque chose qui pourrait te changer la vie là-dessus, ce serait quoi? Écoute, si ça te dit, on peut en parler après la pause déjeuner. Ok, OK. ok. Donc Ça. là, en fait, tu vois, je t'ai vu en difficulté à répondre à une Ouais. question. Donc au lieu de t'enfoncer, au lieu de te dire: «Regarde, je t'ai déstabilisé, là, tu sais pas quoi répondre», qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé un «non». Hmm. Alors, évidemment, je dis pas. Alors, franchement, une des choses, que ce soit des enfants, pas moins les enfants, mais surtout les adultes, disent souvent, c'est dur. Oui, c'est dur. Je dis pas ce que l'on fait, c'est facile, pas du tout. C'est comme tous les arts martiaux, ça demande de l'entraînement Ça se parce qu'il travaille. s'agit de développement des réflexes. Un développement de réflexes de quoi? De revenir à soi, de garder une posture centrée. Ensuite, de chercher à comprendre l'autre, de chercher à voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, de vraiment comprendre. Et en gros, tu as entendu par mon intonation, c'est que j'ai vraiment envie de savoir. C'est pas Mhm. juste des mots. Donc, quelque part, on va apprendre des techniques, mais finalement, on va les oublier pour juste être dans le j'explore le monde de l'autre pour mieux le comprendre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une petite ouverture qui est créée. Hmm. Peut-être je vais revenir sur moi. Donc là, j'ai te proposé, est-ce que tu veux savoir pour moi? Non, bah ok, bah je reviens sur toi. Et ensuite, je cherche toujours à voir, tiens, c'est où l'ouverture? Et à un moment donné, je vais dire, bah il y a un petit nous là. Peut-être j'aurais pu proposer un nous, mais peut-être souvent, et c'est souvent ça, c'est une petite distance fait qu'on va se retrouver plus calmement plus tard. Plus tard. Mais on est toujours dans la perspective d'une conversation. Ce que j'aime bien, et encore une fois, ça résonne très très fort, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans un des épisodes du podcast. Finalement, avec l'aïkido verbal, ce que tu fais, c'est finalement, moi j'appelais ça ouvrir une porte de secours à l'ego. Parce que l'ego, finalement, c'est lui qui va nous conduire à nous protéger en attaquant. Mais comme tu lui ouvres grand la porte, ben, il n'a pas besoin il a pas besoin de rappliquer parce que la sortie, elle est grande, elle est claire, elle est fléchée et il y a pas de confrontation. Enfin voilà, c'est vraiment une porte ouverte. Oui, bah, pour le pratique, évidemment, il y a certaines valeurs qui vont nous aider. L'humilité en fait partie. C'est une grande, enfin, effectivement, c'est ce qui nous, souvent, nous fait défaut dans l'idée d'une relation avec l'autre, c'est cette idée de vouloir avoir raison. C'est, bon, notre ego qui va jouer là-dessus. Donc, c'est vraiment ça qui, d'avoir le dessus, de gagner, toutes ces choses-là. Et surtout, souvent, parfois, on voit ça avec les garçons, ils sont vraiment dans cette idée de gagner, de ne pas perdre et tout ça. Mm. Donc, parfois, quand on pratique avec eux, euh, ils vont lâcher des phrases genre: «Ah, tu m'as bien eu, hein.» Alors que non, je ne te l'ai pas eu, je nous ai retrouvés quelque part. Je nous ai Mm. retrouvés un moyen enfin, de continuer notre relation de façon plus posée, de plus constructive, etc. Donc, là, je ne sais pas si tu as remarqué les petits mouvements que je faisais. La première chose, c'est qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un de mes petits mouvements préférés, en fait. Mais chacun a un petit mouvement, en fait, et on ne demande pas aux enfants de répéter les mêmes mots que j'utilise. On demande aux enfants d'explorer l'intention. Donc, l'intention de ce mouvement-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui a motivé enfin, ce qui se produit à l'heure actuelle. Ça vient d'où? Donc, c'est en fait, le mot technique, c'est scruter le passé. Donc, comment ça se fait qu'on est arrivé là? Mm. C'est questionner, Euh, quoi. c'est ça, mais questionner dans un certain sens. Et plus on a ces techniques, ces mouvements, ces questions, voilà. Mm. Et encore, c'est pas toujours des questions. Parfois, ça peut être dis-moi en plus, c'est pas une question. Mm. Mais c'est toujours des mouvements de mieux comprendre. C'est la posture de, la posture toi. Donc le moi, je m'assure de mon bien-être. Une fois que je suis un peu sur ça, je vais aller voir l'autre pour pouvoir mieux le comprendre. Et à un moment donné, mon intention de te comprendre fait que ça descend. Ça Ouais. descend parce que une des facteurs qui crée la tension, c'est le fait d'être non compris ou non comprise. Donc, on le connaît tous, des moments qu'on Ouais. est là: «Ah ouais, mais tu me comprends pas» et ça crée de la tension, on le sent monter, dans les épaules et tout ça. Mais
Mais quand on se sent compris ou comprise finalement, eh ben, ça fait descendre la tension. Donc, et c'est ça qu'on propose à l'autre. On propose à l'autre un moyen d'être compris et qui va enlever, pas toutes les tensions, mais au moins un minimum de la tension, si c'est sincère. Ouais, c'est ça. En fait, c'est faire redescendre le soufflet. Voilà, on fait redescendre la pression dans le ballon. Finalement, j'ai envie de te dire, c'est même, enfin, là, on en parle effectivement pour les enfants parce que c'était ma volonté pour pouvoir aider les parents. Parce que je sais que c'est une question qui revient très souvent. Mais ça résonne aussi. J'ai un mari qui aime beaucoup. Ah non, non, je vais être très honnête. On est tous les deux à aimer avoir le dernier mot. Et finalement, l'aïkido verbal, c'est le remède au dernier mot. C'est au contraire, on laisse. Enfin, c'est pas l'un des deux dans le dialogue qui va clore le débat. C'est l'un des deux qui va l'ouvrir. Et voilà. Et ensuite, on peut écrire la suite plus simplement. Tout à fait. C'est ça. C'est en fait, il y a un choix parfois, c'est de dire qu'est-ce qui est plus important pour nous, d'avoir raison ou d'avoir des bonnes relations. Ouais, c'est ce que tu disais. Voilà. Ça se résume à soit c'est moi qui gagne Mm. et toi qui perds, ou vice versa. Soit c'est notre relation à nous deux, qui Ouais, gagne. Et, c'est ça. Et là, on est tous les deux gagnants quelque part, ou au moins. Mais il y a un truc qu'on a repéré, je trouve que c'est important d'évoquer ça, c'est que euh, c'est pas, on peut dire il y a des limites à cette pratique aussi. C'est un peu la maturité de la pratique de pouvoir dire, tiens, bah, dans certaines situations, et ça existe, évidemment, ça, ça peut fonctionner parce qu'il y a de l'empathie. hmm. Et cependant, on est bien conscient de nos jours qu'il y a une certaine partie de la population, à savoir à peu près 5% quand même, une personne sur 20, on connaît peut-être tous au moins une personne qui a une déficience notoire de l'empathie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? Il n'y a pas un nous qui est vraiment possible ou c'est très, très difficile. Donc, cette pratique permet dans ces situations-là, comme je disais, juste de au moins se protéger soi-même et d'éviter l'escalade avec l'autre. Hmm. Alors, il ne sert à rien d'aller forcer à vouloir absolument trouver un nous, trouver un moyen de continuer ensemble avec l'autre personne. C'est cause perdu, mais c'est très, très difficile, très, très laborieux. Mais en moins, et je pense que ça, c'est important, on peut commencer à discerner ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits mouvements aussi au sein de la pratique qui vont permettre de mieux reconnaître, mieux voir ça. Et c'est par exemple un petit mouvement de savoir qu'est-ce que tu ferais à ma place. Donc ça, pour quelqu'un qui a un manque d'empathie, ça va être difficile pour la personne de comprendre, mais aussi c'est un bon entraînement, même si la personne manque d'empathie, ça peut l'aider à développer justement cette Exactement. empathie, de pouvoir véritablement se mettre à la place de l'autre. Mais on peut reconnaître les gens qui vont faire une petite diversion, à ne pas répondre à cette question-là, ou dire que c'est une question qui est bête, ou toutes ces choses comme ça, tout faire pour ne pas se mettre à la place de l'autre. Si on voit ça à répétition, souvent que ça revient, que l'autre personne est juste focalisée narcissiquement sur elle-même, Sur la même. eh bien, à ce moment-là, bah, il faut être, Être euh, capable, ouais. oui, il faut être capable de prendre une distance et de voilà, se protéger dans ces situations-là. Tout à fait. Ma grande référence culturelle, je rigole parce que je sais pas si tu auras la même que moi. Dans le film Men in Black 3, t'as Boris Ok. l'animal qui dit mettons-nous d'accord sur notre désaccord. Bah ouais, des fois, on n'est juste pas d'accord. Mais au moins, c'est ce que tu dis, c'est qu'on s'est protégé soi-même avec le Mm. mouvement de moi, toi. À défaut de trouver le nous, bah en tout cas, au moins on s'est respecté soi et on peut juste dire bah ok, bah là on n'est pas d'accord. Effectivement, il y a des cas de figure où bah c'est juste pas possible de trouver ce fameux compromis. C'est juste pas possible de trouver cette finalité positive à la relation. Juste bah ok, bah on n'est pas d'accord, mais au moins bah, on se respecte soi. Voilà, on va pas aller empiéter sur nos propres valeurs. On a fait l'effort d'écouter celle de l'autre. Bon, bah, ok, on n'est pas d'accord. Bah, justement, c'est une danse, on va s'engager dans cette danse et même je trouve que souvent là où on se sent un peu, surtout l'autre personne, si moi je fais de l'aïkido verbal et à la fin, toi tu te sens un peu poussé dans une direction que tu n'avais pas envie d'aller, là j'ai mal pratiqué.
Mmh. Et souvent, ça va arriver, on a remarqué ça avec les praticiens, c'est lorsqu'ils ont quelque part décidé de le «nous» avant. Mmh. Donc, on a décidé c'est quoi le nous, on a décidé on va être d'accord là-dessus, je vais la mettre d'accord là-dessus, je vais un peu la convaincre. Donc ça, on n'est pas dans l'aïkido, on est là, on est dans le judo, quelque chose d'autre. Ouais. L'idée de dominer l'autre, de convaincre l'autre. Donc, en fait, un véritable nous ne peut que se produire une fois qu'on a exploré. Il est Le moi, co-construit. le toi, il est co-construit, voilà, il est fait en fonction de un moi, un toi, moi, toi, moi, toi. Ah tiens, il y a un nous qui est possible. Plus on l'explore, donc là, dans des activités, parfois avec des enfants, c'est de prendre même juste 2 objets, aléatoires et de dire: «Quelles sont les liaisons entre, le verre d'eau et le souris, eh bah, ils sont tous les 2 un peu ronds, ils sont tous les 2 sur mon bureau, ils me serrent, tu vois? Tous les Mmh. et de trouver quelles sont les liaisons et au final, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de développer notre compétence à voir les liaisons entre soi et l'autre. Mmh. Plus on travaille cette capacité-là, plus elle devient simple pour nous et d'ailleurs, les enfants sont vraiment merveilleux à trouver cela. Ils ont un esprit très créatif pour trouver les «nous» possibles. Mmh. Ouais, Mais ils sont pas encore tout ouais, brimés comme nous adultes on peut l'être. Il y a beaucoup à oui, déconstruire avant de pouvoir reconstruire chez nous, mais exact. ça en vaut le coup. Mais ça en vaut le coup. Mais, ouais, effectivement, c'est il y a de la déconstruction à faire pour pouvoir, Mmh. apprendre, mais encore une fois, c'est, il y a une chose que je retiens, tu vois, de mon grand-père maternel, qui m'a dit, il me dit: «On apprend tout au long de sa vie», et effectivement, tu dis, s'il y a une personne sur 5 qui effectivement un manquement, on va dire, enfin voilà, il y a quelque chose, une empathie moindre que la moyenne, bah, c'est pas pour autant, c'est pas une étiquette, qu'elle a pour toute sa vie. C'est effectivement si on lui donne l'opportunité et que cette personne-là fait l'effort, rentre dans cette démarche-là, heu, Oui, il bah, peut je pense que donc oui, c'est 5, donc c'est 1 personne sur 20, mais c'est effectivement une comment dire? C'est on peut être pédagogique avec cette personne, mais d'avoir de la compassion, de dire: «Tiens, ah est-ce que ça t'intéresse d'avoir l'empathie? Est-ce que ça t'intéresse de le développer?» et des choses comme ça. Mais voilà, encore je dis, c'est juste un réalisme sur qu'est-ce qui ce nous qu'on cherche toujours et bah, non, il y a malheureusement des gens qui ont des pathologies ou des vraies mmh, difficultés, que c'est difficile pour eux de même imaginer ça. Donc ça va limiter effectivement un véritable nous qu'on peut trouver. Mais encore le fond de cette pratique, c'est de pouvoir se protéger. Donc de se protéger la 1re et base. lorsque c'est possible, de vraiment rentrer en liaison avec l'autre. Mais éviter l'escalade, se protéger, donc ça, c'est un peu comme quelqu'un qui a fait des arts martiaux, a priori, ils vont et d'ailleurs le déroulement dans le dojo, dans les dojos verbaux, c'est très similaire à un enfin, c'est inspiré évidemment, mais directement de la pratique sur la tatami, voilà, martiale. Mmh. Et ce sont les principes du genre de l'espace et c'est pareil, c'est une des premières choses, presque quel que soit, l'art martial qu'on va découvrir, c'est on apprend rapidement à gérer l'espace, un espace de sécurité pour qu'on n'est pas blessé, pour qu'on Se n'ait protéger pas soi. c'est se protéger soi-même. Ouais, c'est Exactement. ce que tu disais. Ouais, bah, déjà effectivement, déjà rien qu'en mettant en pratique les 1res, bases que tu viens de nous communiquer, c'est apprendre à se protéger soi, et à créer l'ouverture pour ne pas rentrer dans l'escalade, mais au contraire, essayer de redescendre la pression. Déjà rien que ça va tout changer dans la relation avec l'autre, déjà. Oui et vous verrez, en fait, c'est qu'en fait, enfin, on va dire, c'est notre énergie qui est en jeu aussi. C'est-à-dire une journée où on a pratiqué et on est arrivé à faire des petits mouvements malgré, toutes les aléas de la vie qui nous arrivent. On est arrivé à se centrer, à chercher à comprendre ce qui se passe, à voir comment on peut cheminer dans notre vie avec ça. Mais je peux vous dire, ressort d'une situation comme ça, mais il y a un enthousiasme pour soi-même, pour sa pratique. On peut dire: «Tiens, bah, là, ça aurait pu partir dans toute autre direction que j'ai attendu». Donc là, donc on est un peu fier de et on peut l'être de nos capacités à nous-mêmes de s'autogérer. Il y a une de mes expressions, préférées du fondateur Morihei Ueshiba, c'est le fondateur de l'aïkido martial, au cours du dernier siècle, c'est un japonais.
Et il disait, le vraie victoire, c'est la victoire sur soi. Donc, on ne cherche pas à être mieux que quelqu'un d'autre, machin. C'est soi-même par rapport à nous hier. Et c'est ça, effectivement, je te rejoins absolument dans l'idée de dire, on va toujours être en train d'apprendre, on va toujours reconnaître des choses sur soi, on va toujours avoir des choses dans la vie qui nous fait se décentrer. Eh bien, et une fois on est arrivé à les gérer, eh ben, il y a quelque chose un peu plus difficile qui va nous arriver pour en fait nous rappeler, pour nous donner encore cette fameuse humilité de dire j'ai encore des choses à apprendre. Ah, ça c'est chouette. C'est chouette. Bah, merci beaucoup. Merci Luc. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voulais ajouter. Bah, juste par rapport à la pratique, effectivement, maintenant on avance sur la 15e année de pratique. On fait des dojos en ligne, en français, en anglais aussi, évidemment. On propose des formations aussi bien pour les écoles, donc pour les enseignants, toute l'équipe pédagogique, et même pour les parents et évidemment les enfants, mais aussi depuis longue date pour plein de différentes structures, des gens qui ont à faire avec des agressions, qui ont à gérer des gens en situation de difficulté, souvent dans les hôpitaux, etc. On travaille énormément avec eux. Et que c'est quelque chose, pour moi, ça donne de l'espoir, cette pratique. Et je vois systématiquement les résultats des gens qui pratiquent petit à petit. Et sachez que ce n'est pas en faisant une petite formation que tout va être au mieux. Ça va donner des pistes, mais c'est la répétition. C'est la régularité qui fait qu'on développe des réflexes. Et finalement, petit à petit, on commence à prendre un peu d'assertivité dans notre vie, on le mène un peu mieux. C'est ça. Super. Bah écoute, merci beaucoup Luc. Merci. Je mettrai encore une fois tous les liens en description de cet épisode et puis dans l'article. Mais merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à toi Maud, au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!